Au début des années 2000, le Brésil est en pleine euphorie. Le pays devient une grande puissance pétrolière. Le président Lula a parié très gros sur le pétrole en eau profonde et il a gagné. Euphorie, enthousiasme et dépenses somptuaires. Le Brésil décroche l'organisation de sa Coupe du Monde de football, puis celle des Jeux Olympiques en 2016. Rien n'est trop beau. 15 ans plus tard, le boom pétrolier attriste mine. Fin 2014, la société nationale Petrobras est engluée dans une gigantesque affaire de corruption. Les prix du pétrole s'effondrent, l'action de la compagnie nationale Davis et partout dans le pays, des voix s'élèvent pour dénoncer la dramatique accélération de la pollution. Début 2015, il y a toujours du pétrole au Brésil, mais les Brésiliens savent qu'il y aura désormais plus d'ennuis que de prospérité à partager. Alexandre et ses amis ne fantasment plus depuis longtemps. Depuis l'an 2000 plus précisément, et la première marée noire qu'ait connue le Brésil, Petrobras n'a jamais indemnisé qui que ce soit. Devenu la bête noire des pétroliers de la baie, le petit pêcheur en colère a été régulièrement menacé de mort, à tel point qu'il a dû être placé sous protection policière. Ici, il y a des raffineries et des tas de canalisations, mais il n'y a aucun développement. C'est un endroit pauvre. Il y a un hôpital précaire, une école provisoire, les routes ne sont pas goudronnées, personne n'est riche. Personne n'a de boulot dans l'industrie, dans le pétrole, chez Petrobras. Où est la croissance ? Il y a seulement des répercussions négatives. Ils gagnent de l'argent et nous, on a la pollution. À la tête d'une petite association, il essaye de sauvegarder les droits de pêche dans la baie. C'est la seule ressource pour de nombreuses familles. Mais l'expansion des espaces dévolus aux activités pétrolières multiplie les zones interdites. Et pour les faire respecter, les sociétés de sécurité privées ou les militaires sont de plus en plus brutaux. Ils ont même tué des pêcheurs. Nena Surui est mort il n'y a pas longtemps. Il pêchait là-bas aussi, il a pris une balle en pleine tête. Pourtant, la justice brésilienne, pour une fois, instruit, enquête. Un ex-directeur de Petrobras, Paulo Roberto Costa, qui a été arrêté, a avoué qu'il était réellement commandité par un parti politique et qu'il avait une fonction à l'intérieur qui était de prélever 1% pour ses partis politiques sur tous les contrats de ces grands chantiers. Sur quelques centaines de kilomètres de côte, le pétrole est en train de tout dévorer, au nom du progrès et de la nécessaire indépendance énergétique du pays. Alexandre roule vers Saint-Mateus, tout au nord de la zone d'exploitation des grands fonds salins. C'est Katia da Penha qui va les accueillir. Au Brésil, on est propriétaire de la surface de la terre, mais le sous-sol appartient à l'État. Petrobras a donc pu légalement installer 2 puits sur son exploitation. 1 hectare d'emprise par puits. Il y en aura 20 autres d'ici 2017. Il ne restera donc plus rien à Katia, juste ce que Petrobras voudra bien lui donner comme indemnité. Je ne suis pas contre le développement du pays, mais il doit se faire en respectant ceux qui vivent ici, sur ce territoire. Il ne faut pas que le développement s'accompagne d'exploitation. Et nous, eh bien, on est exploités par le développement du pays. À l'infini, autour de chez elle, le pétrole tisse sa toile. Des entrailles de la terre, au fond des océans, bouleversant des vies, des équilibres écologiques ou parfois le simple bon sens, quand rien n'est entretenu, érouille trop vite du fait de l'humidité tropicale. Il y a 30 ans, Macaé était un minuscule port de pêche. Aujourd'hui, l'activité maritime ne s'arrête jamais. Petrobras paye rubis sur l'ongle ses impôts fonciers et une bonne centaine de millions d'euros de royalties par an. La ville est donc riche, mais cela ne concerne qu'une infime partie de ses 230 000 habitants. Le boom pétrolier a attiré tous les défavorisés des États voisins, parqués dans des favelas qui sont sans doute parmi les plus durs de tout le Brésil. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, cet argent est utilisé dans du jardinage, des bordures de trottoirs, dans des opérations qui sont surfacturées. Ça représente des millions, alors qu'elles n'ont aucune raison d'être. Les ressources du pétrole ne sont pas affectées là où elles devraient être. Il y a beaucoup de politiques qui viennent, mais aucun n'a jamais aidé. Ils viennent seulement pour les élections, ils font leurs promesses et ils disparaissent. En ce début d'année 2015, le pétrole brésilien a un peu la gueule de bois. Il faut bien chercher, le long des côtes, les endroits où l'on se réjouit encore du boom économique qu'il a provoqué.
Il y a toujours la petite ville de Kisama pour illustrer le rêve de Lula. Ici, il n'y a pas eu de détournement de royalties. Une volonté politique et des élus plus intègres ont permis de répartir harmonieusement la manne, avec un bon hôpital municipal, de beaux équipements pour tous les âges et un véritable effort en matière d'éducation. Mais là aussi, quelques inquiétudes pointent. Les royalties vont baisser, comme les bénéfices des pétroliers, et le financement de tous ces services va devenir problématique. À Saint-Jouan-d'Abara, le désastre écologique se voit à l'œil nu. Les routes de la côte se sont effondrées. On a établi que c'est une conséquence directe de la construction du terminal 2 du port d'Assou. Lamentablement, à cause du manque d'endiguement, la communauté qui abrite 200 familles, juste à côté de ce port en construction, est sous la menace d'être complètement détruite par la mer. Le port de Assou. Un projet pharaonique qui devait faire de cette bourgade brésilienne le plus grand port d'Amérique latine. Aike Batista, son créateur, l'homme qui fut le plus riche de toute l'Amérique latine, une ascension fulgurante. C'est le rêve américain du Brésil. En 2012, il devient la 7e fortune mondiale selon le magazine Forbes. Pour le pays tout entier, il devient la preuve vivante que les puissants peuvent être aussi brésiliens. Son insolente réussite séduit Lula, puis la présidente Dilma, trop fière de cet entrepreneur brésilien. Il est en train de contribuer à leur rêve pétrolier. Les politiques ne vont pas ménager leur soutien. Pourtant, la réussite de Aike est un gigantesque bluff qui se transforme en quelques mois en une colossale faillite. Et il doit vendre le port de Assou à un fonds d'investissement américain, la Prumo. La démesure d'un Aike Batista a laissé ici des traces indélébiles. L'homme d'affaires avait verrouillé son territoire. Ça, c'est une autre voiture de contrôle de la sécurité privée employée par la Prumo. Ici, il y a beaucoup d'entreprises privées de sécurité chargées de contrôler ce que font les habitants, ce que font les personnes qui ne sont pas liées au port. Par exemple, ce portail n'a rien à faire là. Normalement, c'est une voie municipale. Ce portail empêche l'accès à des aires où il y a de l'eau. Mais enfin, ce n'est pas une forme agressive, apparemment. Mais elle implique une série de problèmes pour les habitants de cette région. Marcos, c'est un universitaire, sociologue et géographe. Il sait la loi, alors les hommes de la terre lui font confiance. Seo Reynald a perdu la moitié de ses terres. 15 hectares confisqués par les industriels du port. La loi brésilienne interdit les expropriations des terres productives. Mais comme toujours, les autorités proches des industriels ont fait passer la pilule au nom de l'intérêt public, l'énergie pétrolière de la nation. Ils sont arrivés, ils ont mis la plaque sans rien me dire, ils ont détruit les clôtures, ma terre ne se distinguait plus de celle des autres. Alors j'ai pris la plaque, je l'ai coupée. Et je l'ai brûlé, pour me battre, tu vois. Et puis ils sont venus avec une petite feuille de papier, une feuille de carnet, pas une feuille d'expropriation. C'était rien. C'est ça leur papier. Il y a leur nom, ceux des hommes. Ça vient de l'avocat, il y a son nom, Guilherme. C'est lui qui m'a donné le papier. C'est l'unique papier officiel que vous ayez? C'est le seul qu'ils m'ont fait. Et ça, c'est la valeur de la terre qui est là-bas. Les expropriations ne sont pas le seul problème. Il faut aussi creuser un chenal pour faire entrer les pétroliers dans le port. Ce balai incessant de camions, c'est le transport du sable retiré des fonds. Des kilomètres de dunes artificielles sont apparus et elles ont empoisonné la terre. Le sable marin a salinisé les terres jusqu'aux nappes phréatiques. Le plus touché, c'est le seigneur Durval. Et regardez là, c'est du sel. J'ai perdu mes plants de canne à sucre, d'ananas, le capi, pour donner à manger aux animaux. J'achète de la canne dès cette période pour leur donner à manger, parce que le sel a détruit toute ma canne. C'est une chose sans issue. Comment il est possible de récupérer la terre à nouveau? C'est très triste. Ils ont enseveli tous mes sacrifices. J'ai pris un avocat et je suis allé en justice. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu me voir. J'ai l'espoir de gagner parce que j'ai des preuves. Ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas aller en justice. Mais moi, je les ai. J'ai dit à l'avocat, maître, mais ça dure. Il m'a dit, t'inquiète, ça va arriver. Ils vont devoir rendre des comptes. J'attends de voir.
L'audience publique qui doit se tenir au conseil municipal est très attendue à Saint-Jean-d'Abara. Il s'agit pour la compagnie, qui est la nouvelle propriétaire du port, la Prumo, de s'expliquer sur l'érosion catastrophique du littoral devant les habitants. À l'appui de sa position, elle a recruté un océanographe réputé de la grande université fédérale de Rio. Comme la dérive des sédiments va du sud jusqu'au nord, il est impossible de faire le lien entre une éventuelle rétention de sédiments occasionnée par le port et l'érosion de Barra do Açu. J'ai amené ici 4 photos qui montrent l'avancée de la mer. Celle-ci en janvier 2013, où la mer est loin. Et pour finir, voici la photo de cette année, où le sable a simplement disparu. Là où malheureusement vous parlez d'un petit recul, c'est plus de 300 mètres. Je crois que c'est devenu plus difficile pour la Prumo de nier sa responsabilité. Et c'est intéressant de voir que la population a réagi au rapport technique amené par l'entreprise, de manière très critique, parce qu'ils vivent au quotidien la perte de cette bande de sable. Et ils savent que ça a commencé avec la construction du brise-lames. C'est intéressant car la plupart du temps, le spécialiste n'est pas préparé à se frotter au bon sens populaire. Le savoir commun est parfois plus puissant que les théories scientifiques. Et je crois que c'est un apport positif de cette réunion. Au même moment, dans tout le Brésil, le scandale Petrobras et la corruption soulèvent la population. Le pays se divise. Les adversaires de la présidente sont très en colère. Ils réclament son départ immédiat, elle qui vient tout juste d'être réélue démocratiquement. Les partisans de la présidente ne veulent pas renoncer au rêve de partage et de justice que le pétrole promettait. « Nous sommes pétroliers, nous ne sommes pas corrompus », écrivent sur leurs pancartes les ouvriers du pétrole. Petrobras a changé de président, mais il fait déjà polémique. Il vient directement des rangs du parti au pouvoir. Les mauvaises habitudes sont coriaces, même quand les procureurs de la République font tomber des têtes et instruisent publiquement contre des députés, des sénateurs et des gouverneurs. Toute cette corruption, car Petrobras serait une entreprise d'État. Mais oui, Petrobras est une entreprise d'État, mais toutes les autres, elles sont privées. Et on a des milliards de cas d'entreprises privées qui, elles aussi, sont corrompues. Il y a des cas comme la SBM de Hollande. La corruption n'a pas le privilège d'être publique ou privée. Il n'y a pas besoin de privatiser Petrobras pour en finir avec la corruption. Ça aiderait beaucoup si on arrêtait avec les interventions des politiques pour assumer des fonctions techniques. Alexandre aurait presque envie de se réjouir que la justice se soit décidée à faire le ménage. Mais de retour à Rio, il constate que sa baie vit une nouvelle tragédie. Les poissons y meurent en masse depuis plus d'un mois. Sur la petite île de Paqueta, on s'est résigné à ramasser les poissons morts au bulldozer. Alex et les Brésiliens voudraient bien savoir ce qui tue les poissons de la baie. La chimie, les égouts, la chaleur. Les pouvoirs publics ont bien procédé à quelques analyses, mais les résultats n'ont jamais été publiés. Pire, la ville a annoncé qu'elle renonçait à son engagement de nettoyer la baie avant les compétitions de voile des Jeux Olympiques. Trop cher, les sportifs navigueront dans une poubelle. Une poubelle que découvrent les premières équipes venues repérer les lieux. Nous avons découvert la cause de ce qui tue les poissons. Ils ont été victimes d'une énorme contamination de HAP. C'est une substance toxique qui vient du pétrole. Et on a démontré ça. Alors pourquoi les services de contrôle environnementaux, l'INEI, ceux qui donnent des autorisations à ces entreprises, aux activités offshore, ceux qui autorisent les raffineries à fonctionner, pourquoi n'ont-ils pas découvert ça? Ou pourquoi n'ont-ils pas voulu découvrir la raison de cette mortalité? Tous les jours, Alex et les siens constatent que le progrès n'est pas tendre avec leur petit paradis. Un paradis qui devient de plus en plus dangereux et où il n'y aura bientôt plus de place pour eux.